Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Ça fait un petit moment que je cherche un ou une psychologue pour pouvoir parler de mon projet, pour pouvoir parler de cœur de tissu, pour pouvoir approfondir un petit peu en détail le deuil, parce que j'ai eu plein d'invités, comme tu le sais, auditeurs, auditorices. Euh, mais on n'avait pas parlé de ce côté psy, ce côté très, alors pas médical, parce que, attention, on va faire aussi la différence entre psychologie et psychiatrie. Mais je trouvais ça important d'avoir une professionnelle de la santé mentale reconnue par l'État pour nous parler du deuil. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Marie, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, écoute, je vais bien et je suis ravie d'être là ce matin avec toi, prête à partager sur ce sujet passionnant et à pouvoir faire des liens avec ton projet que je trouve vraiment innovant. Merci, c'est trop cool. Ouais, je suis hyper contente qu'on se soit trouvé en plus parce que je pense qu'on a plein de choses à évoquer, plein de choses à échanger aussi par rapport à ce sujet-là. Et ouais, je suis contente qu'on puisse faire cet épisode et peut-être plus d'un. On verra. Surprise. Voilà. En tout cas, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es, et puis tout simplement évoquer peut-être un petit peu ton parcours. Je disais un petit peu là, du coup, tu as ta casquette de psychologue en premier lieu. Peut-être rappeler rapidement la différence entre la psychologie et la psychiatrie. Ok, ça marche. Alors effectivement, je suis psychologue de formation. C'est un diplôme reconnu par l'État, c'est un diplôme universitaire essentiellement. Qui se différencie de la psychiatrie puisque en tant que psychologue, nous ne sommes pas médecins. Les psychiatres, eux, passent par des études de médecine. Ils ont donc des études plus longues et très orientées sur le corps, les symptômes et aussi tout ce qui est pharmacologie, ce qui n'est pas notre cas puisque les psychologues n'ont pas le droit, par exemple, de délivrer de médicaments. Nous n'avons pas non plus le droit de poser un diagnostic de pathologie mentale. Nous, on est là pour contribuer au diagnostic, accompagner par du soutien psychologique ou de la thérapie. Mais on travaille en partenariat, en fait, avec les psychiatres, hein. Tout est complémentaire, ça ne s'oppose absolument pas. Déjà pour donner un premier cadre. En plus d'être psychologue, moi, progressivement, je me suis formée à des approches pour remettre du corps dans l'accompagnement. Donc, je me suis formée à l'hypnose. J'accompagne aussi mes patients avec les chevaux. Je propose de l'équithérapie. Et récemment, j'ai décidé aussi d'introduire des pratiques énergétiques de libération et notamment de libération émotionnelle ou corporelle. Et donc, je pratique ce qu'on appelle la Yatra Kundalini Activation, qui est une approche de transformation profonde très complémentaire en fait à ce qu'on peut faire de manière plus classique en verbal, mais qui passe vraiment par le corps. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai rencontré la mort personnellement pendant l'enfance, la perte aussi, hein, la mort de proches dans la famille assez tôt et la perte par la séparation, notamment de chats qui se sont faits de manière assez précoce. Et sur le plan plus professionnel, dans mon travail déjà étudiante, en fait, je m'intéressais aux soins palliatifs. J'ai commencé, moi, à travailler auprès de personnes âgées à la base et je me suis intéressée à l'accompagnement des mourants, de leurs familles et aussi en particulier l'accompagnement des soignants et des autres professionnels, en fait, qui travaillaient auprès d'eux, qu'on oublie souvent mais qui sont assez exposés, hein, à l'épuisement, au traumatisme, et cetera. Hem,
les avancées scientifiques qu'on peut voir aujourd'hui commencent à rejoindre des conceptions plus spirituelles et moi, c'est ce qui m'inspire dans ma pratique. J'essaye à la fois euh, de ne pas opposer, on va dire, le concret, le visible, le matériel et ce qui est plutôt de l'ordre de l'invisible, de l'abstrait ou de l'immatériel et de réunir à la fois de l'intuitif et du rationnel, de garder les pieds sur terre, mais de se permettre aussi un accès à son imaginaire ou à la spiritualité, de ne pas opposer l'esprit et le corps, et de réunir ce que les Asiatiques appellent le yin, le yang, voilà, d'être dans une pratique plutôt d'unification, voilà, plutôt que dans une pratique de dualité. Voilà un Mm. peu comment j'aborde les choses. Ça que je trouvais intéressant avec ton approche, c'est que à la fois, euh, à la fois c'est très dans le parcours psy, hein, comme on s'imagine l'être. Effectivement, il y a quand même malgré tout de la technique, même si vous n'avez pas une approche médicale à proprement parler, vous avez quand même un soutien qui est très 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 important pour les personnes qui vous contactent. Et en même temps, tu as ce côté-là où particulièrement dans le deuil, en fait, je pense on peut pas faire l'économie dans la vie de la question spirituelle. Peu importe le moment, peu importe comment est-ce qu'on l'aborde, peu importe ce à quoi on croit, il y a toujours cette question à un moment donné qui se pose, et c'est important de qu'elle ait de l'espace, en fait. Je pense que vraiment c'est important qu'elle ait de l'espace. Et particulièrement aussi, ben, tu vois, tu l'as dit, tu as fait aussi de l'accompagnement des aidants, des soignants. Et ben c'est pareil, c'est une question qui se pose très certainement souvent à ce moment-là. L'idée aujourd'hui aussi, c'est qu'on puisse évoquer un petit peu ben, cette phase, cette phase, oui, cette période de deuil, en fait, d'un point de vue psychologique. Moi, voilà, je dis souvent, oui, on sous-estime beaucoup l'impact du deuil sur le corps, sur la santé mentale, sur les relations, sur la vie en général. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avec ton point de vue psy, du coup, de cet espace-là? Et puis, alors peut-être, si tu as des exemples aussi ou des histoires que tu peux nous partager, ça peut être intéressant pour qu'on puisse se projeter et comprendre mieux. Le deuil, c'est avant tout, je pense que tous ceux qui y sont passés pourront le valider, c'est un bouleversement. C'est quelque chose qui fait crise dans la vie et qui vient remettre en question tout un tas de repères. C'est une épreuve qui peut être à la fois extrêmement douloureuse et porteuse de changement, de transformation aussi. Euh, Le deuil, déjà, c'est important de dire que ça peut être à la fois la perte d'un individu qui meurt, mais ça peut être aussi la perte d'un animal qui décède, comme ça peut être une séparation, hein, une séparation définitive, la perte aussi de sa maison, la perte de son travail, de quelque chose en tout cas qu'on avait vraiment profondément investi. Ça peut être la perte d'une fonction cognitive, la perte d'une fonction physique, voilà, je ne peux plus marcher. Ça peut être lié au vieillissement, ça peut être lié à une maladie. C'est vraiment très très large. C'est aussi, on peut le définir comme la réaction à la perte. Le deuil, c'est à la fois la perte et la réaction à cette perte. Donc toute la souffrance qu'on va pouvoir vivre, tous les signes extérieurs aussi que nous allons pouvoir percevoir chez les autres qui traversent le deuil. Et ensuite, sur un plan psycho, nous, on va dire que c'est aussi un processus. Voilà. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour, c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait sur des jours, des mois, parfois des années. C'est ce que nous allons traverser intérieurement suite à la perte. C'est aussi ce qu'on va traverser extérieurement dans éventuellement des pratiques, des rites, des cérémonies individuelles ou collectives. C'est aussi l'état ressource dans lequel on va se mettre pour faire face à la perte. Ouais. Donc c'est tout ça.
Ouais, c'est ça. Je suis contente qu'on en parle. Je suis contente que tu mettes ces mots-là, en fait, sur le deuil et sur ce qu'on peut vivre à cette période-là, parce que je le dis souvent, pas tout à fait de la même manière, bien sûr, mais c'est ce que ça signifie. Et ça fait du bien que ce soit, voilà, une psychologue qui le dise, parce que c'est toujours un petit peu le questionnement de oui, on parle quand même de santé mentale, de santé physique souvent, aussi de spiritualité, parce que dans le deuil, ben, comme je le dis tout le temps et que je le répète jamais assez, je pense. Tout est lié, en fait, on ne peut pas faire l'économie de la santé mentale quand on parle du deuil, on ne peut pas faire l'économie de la santé physique quand on parle du deuil, on ne peut pas faire l'économie de la spiritualité, des liens familiaux, de l'histoire, de l'héritage, enfin bref, il y a tellement de paramètres, et donc ouais, le fait que tu puisses mettre ces mots-là en tant que toi, en tant que psy, c'est vraiment important. Et en fait, moi, j'avais envie aussi d'évoquer le fait que en thérapie, j'aimerais bien avoir ton regard, en tout cas, et ton expérience par rapport à ça. J'ai beaucoup remarqué, et en podcast aussi avec les invités, on l'a quand même beaucoup dit, c'est le fait que la plupart des soignants ne savent pas faire le lien, en fait, ou rarement, entre ce qui se passe chez le patient et ses potentiels deuils anciens. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Que la formation déjà des professionnels est très variable sur le sujet, puisque ne serait-ce qu'en psychologie, je vais parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, Oui. selon les universités, le programme n'est pas le même. Donc il y a pas forcément d'uniformisation, et donc en fonction de comment c'est amené dans les études universitaires qu'on fait, on est plus ou moins formé sur cette question, plus ou moins à l'aise. Et puis je pense qu'en tant que praticien, c'est important de se former régulièrement, d'être soi-même accompagné ou supervisé, notamment pour explorer cette question de notre rapport à la mort, pour nous permettre d'être au clair, sur la question et de différencier ce qui nous appartient de ce qui appartient au patient. Hem Voilà, et il existe des praticiens qui ne souhaitent pas accompagner sur ces questions et c'est OK en fait, ils ont complètement le droit, soit parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment formés, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé sur cette question-là eux-mêmes et qu'ils ne se sentent pas prêts. Et je trouve que c'est important aussi de connaître ses limites et de pouvoir les assumer. Donc oui, on n'est pas tous formés de la même manière et donc il y en a qui vont être plus à même d'accompagner sur ces questions. Donc c'est intéressant de choisir un thérapeute qui est sensibilisé, déjà. C'est ça. C'est ça, mais ça, Et ça, on le sait pas toujours, tu vois. mmh et effectivement de sortir peut-être parfois des institutions où les soignants qui sont là au plus proche de ce qu'on va vivre, parfois ne sont pas ceux qui sont le plus formés, hein. Ça dépend des soignants et des services. Je suis très vigilante à ce que je dis. Il ne faut surtout pas généraliser, mais ça vaut le coup de poser la question, en fait, et de demander: «OK, est-ce que vous êtes particulièrement sensible à ce sujet-là? Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous êtes à l'aise?» Ou voilà, on peut poser les questions, aux professionnels pour simplement, laisser la place aux professionnels de dire: «Bah, non, en fait, je suis pas à l'aise». Parce que et aussi, de se laisser le choix. Mais un choix éclairé de: «Ah bah, en fait, le praticien me dit qu'il est pas trop formé. Est-ce que je continue avec lui parce que je me sens bien et qu'il y a quelque chose dans la relation qui me fait du bien et je me sens soutenue, je me sens sécurisée dans cette relation? Ou est-ce que, ben, le fait qu'il m'ait dit qu'il était pas formé, pas à l'aise, j'ai envie d'aller essayer avec quelqu'un d'autre?» et c'est complètement légitime. Tout est Mm. possible, en fait. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette question-là de quand on va chez un praticien, alors peu importe, hein, je pense même, hein, c'est pas forcément dans la démarche de travailler sur son ou ses deuils, parce que bah, il y a des fois où on fait pas du tout le lien, hein, même, enfin, nous les premiers, je veux dire, j'ai pas envie de dire personne Les lambda, parce concernés. que vous en faites partie et tu le prouves, parce que vous faites aussi beaucoup de démarches et beaucoup de travail sur vous-même pour pouvoir accompagner les gens. Mais ça fait partie
de l'esprit, enfin de là où on en est par rapport à la mort, dans notre rapport à la mort et au deuil, on fait rarement le lien entre comment on se sent aujourd'hui et notre passé, nos changements, les pertes qu'on a subies, etc. Et qui souvent reviennent longtemps après, en tout cas qui peuvent revenir longtemps après. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là de, bon, ok, quand on prend la décision à un moment donné de consulter quelqu'un, que ce soit un psychiatre, que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute, peu importe en fait quelle spécialisation, j'ai envie de dire, il a, euh, il y a quand même cette question-là de est-ce que justement ça me fait du bien? Comment est-ce que on détermine si un thérapeute peut nous faire vraiment du bien? Est-ce qu'on peut le déterminer dès la première séance ou pas? Est-ce qu'il y a des points de vigilance peut-être à avoir quand on consulte, tu vois, ce genre de choses? Ou même en fait des red flags, hein, tu vois, de dire ok, ça c'est pas du tout ok, donc c'est fini. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Comment on aborde ça? Parce que c'est un sujet hyper important. Le soignant qu'on choisit en plus en conscience pour nous aider, il est super important. Et si ça se passe mal, et qu'on insiste, ça peut être contre-productif carrément pour nous et même pour l'autre, je pense, hein. Ah, c'est une question qui est essentielle et qui n'est pas toujours effectivement discutée et présentée aux personnes qui viennent consulter. Moi, j'ai coutume de leur dire que, il est tout à fait possible qu'ils aient envie, au bout de deux, trois séances, de ne plus revenir et qu'ils ne se sentent pas à l'aise et que c'est important qu'ils puissent le verbaliser. Parfois, dès la première, on va sentir une connexion entre nous et le thérapeute qu'on a choisi. On va se sentir à l'aise, respecté, en confiance et entendu, ce qui est plutôt bon signe. Mais parfois, ça peut prendre deux, trois séances selon notre facilité à entrer en lien avec l'autre, selon la facilité aussi du professionnel en face. Et c'est complètement légitime puisque la thérapie, elle va se baser, à mon sens, sur la relation et la connexion entre les deux personnes, et que une connexion et une relation, ça se construit. Même s'il peut y avoir des coups de foudre immédiats, des coups de foudre professionnels, il n'empêche qu'une connexion et une relation de confiance, par exemple, ça se construit. Sinon, bah, on va prendre la première personne qu'on croise dans la rue et hop, ça y est, c'est parti. C'est pas tout à fait le cas. Il y a une construction, donc c'est totalement normal d'avoir besoin parfois de plusieurs séances avant d'être sûr, Mm, d'avoir envie de travailler avec la personne qu'on a choisie. mm, c'est ça. J'ai coutume de dire si au bout de deux, trois séances, vous avez toujours le doute, c'est important de le dire, en fait. D'en parler au praticien, voilà, je me sens pas complètement à l'aise, de pouvoir verbaliser ça et de voir ce qui gêne la connexion, en fait, pour que le praticien puisse éventuellement s'ajuster ou que ça puisse être co-construit, co-créé de manière à ce que la relation soit de plus en plus de qualité, en fait. Mm, mm, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un manque. Alors, encore une fois, tu vas me dire un peu ce que tu en penses parce que moi, je vais partager là pour le coup un petit peu ce que j'ai vécu avec la thérapie. Je trouve qu'il y a un manque de communication des thérapeutes et en particulier des psychologues sur les outils qu'ils peuvent proposer et leur fonctionnement. Plusieurs fois, je suis arrivée chez des thérapeutes, ils m'ont rien dit, rien expliqué, et je savais quasiment pas en fait ce qu'il fallait que je fasse. Ça Oui, paraît un peu étrange, tu vois, de dire ok, je viens, je parle en plus pendant une demi-heure. Il y a un moment donné où c'était des séances d'une demi-heure, je trouve ça assez court. Et voilà, je parlais pendant une demi-heure, et puis on se voit dans 15 jours ou la semaine prochaine. Bah ouais, mais du coup, je fais quoi de toute ma misère? mmh, Voilà, comment j'avance? Parce que, ok, j'ai déballé mon sac. Oui, ça fait du bien, bien sûr, la médecine de la parole, on en parle, enfin, j'en parle. On le vit aussi en cercle de parole, etc. C'est très intéressant, mais c'est qu'une première étape. Alors, ça, c'est mon regard, encore une fois. Moi, vraiment, là, pour le coup, je parle de mon expérience. Moi, j'attends autre chose en fait d'un thérapeute. J'attends qu'il m'apprenne des outils, j'attends qu'il m'apprenne des choses aussi sur moi, qui m'aident à comprendre en fait ce qui se passe
ce qui s'est passé et de mettre des mots, etc., sur tout ça. Et quand j'ai pas de répondant, Mm. je sais pas. Donc, T'es tu pas vois, la première à me faire ce type de retour. Alors, il y a différents types de praticiens, différents outils. Il y en a plein aujourd'hui. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ça s'est multiplié. Donc, il y a bien sûr les outils qui diffèrent, mais il y a aussi, tu as parlé de, voilà, on arrive et ils ne nous expliquent pas en fait comment ça fonctionne. Et là, en fait, tu parles de la question du cadre de la pratique, qui est une de mes questions favorites. C'est-à-dire que moi, je suis l'obsédée du cadre. Chez les psychologues du coin, on le sait. C'est une question que je me repose très souvent, tous les ans, ça revient, de comment poser mon cadre pour accueillir la personne et qu'elle soit tout de suite sécurisée en fait, qu'elle sache où est-ce qu'elle met les pieds, dans quoi elle s'engage quand elle s'engage dans une relation de travail avec moi. C'est pas la même chose que quand elle s'engage dans une relation de travail avec un autre psychologue ou avec un autre type de thérapeute, parce que je suis psychologue, j'ai mes outils, mais en plus, j'ai moi, qui je suis en tant que praticien et comment je me positionne, c'est très personnel. Même si on a des points communs dans nos professions, et on a aussi des différences. Et parfois, peut-être que nous, on est à l'intérieur et qu'on pense que c'est évident pour tout le monde, que c'est ça d'aller chez le psychologue et que ça se passe comme ça. Et on peut peut-être oublier parfois que l'autre en face, lui, il sait pas, que c'est la première fois qu'il voit un psy, qui peut même avoir des appréhensions d'aller voir un soignant, un psy ou autre thérapeute. C'est très engageant. Donc c'est une démarche loin d'être anodine. Et c'est important de prendre le temps de se présenter, de faire connaissance, mais aussi de présenter le fonctionnement et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et est-ce que c'est ça que vous voulez vivre ou pas? Parce que parfois, bah, tu l'as dit, tu as des attentes, toi, par exemple, de répondants, mais il y en a d'autres, ils veulent parler sans qu'on leur réponde. mm, Et il y en a aussi, ils veulent oui, pas parler. Il y a des gens qui attendent du concret, ouais, des outils. Il y a des gens qui veulent comprendre le pourquoi ils vivent ça. Et il y a des gens, ils veulent pas comprendre le pourquoi, ils s'en foutent. Ils veulent mm, simplement savoir comment on s'en sort. Et donc, en fonction de vos attentes qui diffèrent et qui sont bien sûr normales et toujours légitimes, on doit partir de ça et vous proposer soit, OK, ça, je sais faire. oui, Voilà, ok, moi je travaille en parlant beaucoup, ok, voilà. Si quelqu'un me dit, voilà, moi je voudrais être allongé sur le divan avec vous derrière et dérouler sans que vous me donniez de réponse, ça, moi je ne sais pas faire. Bon, moi j'ai du mal à me taire. Donc clairement, je vais pouvoir réorienter. mm, Mais si ça, effectivement, c'est pas discuté dès le départ, eh bien souvent on part sur des bases qui ne sont absolument pas claires. Et d'entrée de jeu, le psychologue ne connaît pas vraiment les attentes et les besoins. Le patient ne sait pas vraiment en fait dans quoi il s'engage et on fabrique un truc un peu bancal. Bien forcément, dans la création de la relation et de la connexion, euh, déjà là, c'est biaisé en fait. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas possible et que le travail va pas se faire, hein, attention. Euh, mais peut-être que c'est moins facilité. oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui manque, en fait. Il y a presque les règles du jeu qui manquent, et du C'est coup, ça. on sait pas ce qui va se passer, etc. Et c'est vrai que tu parles de cadre sécurisant. Alors, bien sûr, tu l'as dit, hein, tu l'as très bien expliqué, on a notre personnalité, enfin, vous, en tant que thérapeute, vous avez la vôtre, bien sûr. Ça peut pas coller à chaque fois. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment normaliser. Oui, Vous rencontrez quelqu'un avec qui ça ne passe pas, c'est ok, c'est normal et passer à quelqu'un d'autre tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, on a toujours un petit peu peur aussi de perdre son temps quand on s'engage là-dedans hein, et parce que c'est du temps, c'est de l'investissement aussi, c'est beaucoup d'énergie. Enfin voilà, donc du coup, je suis contente qu'on puisse évoquer ce sujet-là. Et pour revenir un petit peu au sujet du deuil, parce que mon questionnement maintenant, c'est un petit peu ça finalement, c'est est-ce que une personne qui... Est-ce qu'on n'est pas en permanence en deuil? Tu vois? Parce que
on en parlait, tu l'as évoqué, je le dis encore une fois, mais tellement, je crois vraiment que je le rabâche, mais presque tous les épisodes. Le deuil, c'est pas nécessairement lié à la mort. Le deuil, on peut en vivre tous les jours, des petits, et on en vit tous les jours des petits. En fait, le deuil, c'est pas forcément. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'explique encore une fois. C'est pas seulement de la perte, c'est aussi du changement. Tout ce qui change dans la vie amène à une forme de processus de deuil. Il y a des deuils qui sont très positifs quand on change de boulot pour faire le boulot de ses rêves. Quand on change de maison pour aller vivre dans son lieu de rêve, et ben, c'est des deuils aussi, c'est les deuils d'une période de vie. Quand on rentre aussi de voyage ou de vacances, c'est pareil. Donc la première question, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu en deuil tout le temps? Et est-ce que du coup, sinon, est-ce que tu accompagnes différemment des personnes qui sont en deuil et des personnes qui ne le sont pas? Alors, je vais répondre par une citation. Jung dit que changer, c'est mourir et renaître. Et moi, j'ai coutume de dire que tous les jours, quand on se regarde le matin dans le miroir, on a changé par rapport à hier. Même si ça se voit pas tout de suite, qu'il n'y a pas des rides qui arrivent d'un jour à l'autre d'une manière violente, il n'empêche que notre corps change tous les jours. Des cellules meurent, des cellules se renouvellent, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Donc en fait, on est en permanence en renouvellement. Le mouvement, le renouvellement, c'est la vie. Et donc la mort fait partie de la vie. La perte fait partie de la vie. Et on en vit effectivement tous les jours. On perd ses clés, on perd son portefeuille, on change de travail, on change de voiture, on change de vêtements, on change de sac à main, on change d'amis, de collègues. On change tout le temps. On perd des objets, on en reprend d'autres. On perd des amis, on en retrouve d'autres. C'est continuel. Simplement, il y a des pertes qui vont être plus impactantes que d'autres. Et donc, il y a des pertes qui vont faire souffrance, grande souffrance, alors que d'autres, on va passer au-dessus et faire face et s'adapter à cette perte tellement facilement qu'on va peut-être même pas la nommer comme ça. Mais en fait, à longueur de journée, on vit ça. C'est pour ça que c'est un processus de vie, de vie. Et toutes les ressources qu'on a pour traverser les petites pertes quotidiennes sont des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer souvent pour vivre les pertes les plus difficiles. Après, sur la différence d'accompagnement, hmm, je suis pas sûre, je suis pas sûre d'accompagner de manière différente les personnes endeuillées des autres. Hmm. Euh, Déjà parce que ça fait partie de la vie. euh, et que quand je les reçois au cabinet, qu'ils viennent pour un deuil ou pour autre chose, je les étiquette pas. C'est-à-dire que c'est pas écrit sur son front, ok, lui c'est deuil, lui c'est trauma. Non, c'est euh, j'accueille une personne. Je tiens à accompagner l'autre dans sa globalité, à l'accueillir en entier, avec ouverture, curiosité et dans toutes ses dimensions. Donc, on peut parler du corps, des émotions, je prends en compte le mental, les croyances, les conditionnements, les comportements, la spiritualité, l'énergétique. Je ne veux pas sectionner le sujet, l'individu, et donc je n'étiquette pas non plus puisque de toute façon, ce qui va se manifester, tu l'as dit tout à l'heure, on ne le met pas toujours en lien avec un deuil et une perte. Donc je prends ce qui se manifeste, je prends l'autre avec ce qu'il est, et on fait des liens éventuels avec le deuil ou autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est ce avec quoi il vient et ce qu'il veut transformer. Du coup, est-ce que c'est toujours important de faire le lien avec un deuil passé sur ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours intéressant? Est-ce que c'est toujours important? Ou est-ce que Je des ne fois, sais c'est pas pas, nécessaire? je pense que c'est très différent selon les individus. La plupart d'entre nous, quand même, notre mental est assez fort et on a besoin de réfléchir et de comprendre. Donc c'est quand même très très présent chez nous. Euh,
c'est important, je trouve, de faire des liens et d'élargir aussi notre champ de conscience et de se rendre compte, ah, mais ça, c'est en lien avec ça peut effectivement éclairer quelque chose et venir nous libérer aussi, nous aider à nous libérer. Mais parfois, il y a des gens qui me disent, mais je comprends très bien, je sais ça. Je l'ai compris depuis bien longtemps que c'est lié à ça. Et alors, ça n'a rien changé, j'en Oui, fais quoi? c'est ça, c'est le et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ouais, Exactement. ouais, Donc ouais, parfois, oui, oui, parfois ça va être significatif et bénéfique de faire le lien, comme si le lien permettait, pouf, un éclairage et ça fait la lumière et le chemin, le mouvement se remet en route, il y a quelque chose qui bouge. Mm. Et puis parfois, bah, la lumière, elle est déjà faite depuis longtemps, on a bien vu le problème, on sait que c'est ça, et alors, ça n'a Voilà. rien changé. Donc ça montre bien que c'est très, moi je trouve que c'est très sujet dépendant. Et que oui, c'est souvent important pour les gens de comprendre, de faire le lien, et que parfois ça ne suffit pas. Mm. Parce Complètement. que parfois c'est inscrit dans autre chose que du mental et il faut parfois passer par le corps. Il faut parfois passer par le symbolique, le sensoriel, et sortir de la simple compréhension mentale qui parfois ne suffit pas. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a vraiment euh, euh, ce, ce besoin et cette reconnexion en fait entre le mental, entre le spirituel aussi, qui est quand même vraiment autre chose pour moi et le corps. Et, et c'est peut-être là aussi où du coup tes pratiques qui, alors j'ai pas envie de dire qu'ils sortent de l'ordinaire pour des psys. Enfin, Mm. pas, voilà, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais du coup, tu nous as parlé d'hypnose, tu nous as parlé aussi de Kundalini, c'est ça? Non? Oui, Oui, c'est ça. oui. Voilà. Alors moi, j'ai la vision, j'en connais pas suffisamment sur la Kundalini. Peut-être que tu pourras nous expliquer un petit peu. Et pour moi, c'est vraiment pour le coup une pratique quasiment énergétique et spirituelle. L'hypnose, c'est pas forcément spirituel, mais c'est vraiment cette idée de reconnecter profondément le corps avec l'esprit et avec son inconscient. Donc, t'as quand même tu peux apporter en fait ce travail-là, ce rapport-là au corps, cette reconnexion et aussi, Mm. du coup, forcément la connexion, la question de la spiritualité. Oui, effectivement. Alors, moi, ce qui relie toutes mes pratiques, parce qu'effectivement, elles peuvent paraître très, très disparates et très différentes, mais en fait, il y a quand même un point commun entre toutes, c'est de permettre la libération, de permettre la transformation. Et que ce soit par le biais de l'hypnose, de l'accompagnement avec les chevaux ou de la Kundalini activation, en fait, il s'agit d'abord de revenir à soi. Et c'est, je trouve, ce qu'invite finalement le travail de deuil à faire, où c'est de cheminer et de revenir à l'intérieur de soi. C'est une occasion de mieux se connaître et de questionner notre rapport à la vie aussi. Et l'hypnose, les chevaux ou la Kundalini te ramènent à toi, au corps. Et cette reconnexion à ce qui se passe à l'intérieur permet de mettre la lumière sur des choses de nous qu'on avait peut-être mises de côté, euh, permet des libérations. En fait, on donne de la place, hein, on donne de l'espace à des parties de nous qui peut-être ont besoin d'être libérées, transformées. Donc ça peut être des blocages physiques, des blocages émotionnels, des croyances mentales qui nous encombrent et qui nous limitent, hein, des conditionnements, parce qu'on est conditionné depuis tout petit, euh, ou éventuellement des blocages aussi énergétiques, hein, qui peuvent se manifester suite à une perte violente, par exemple. Mm. Mm. Oui, parce que ça, c'est pareil, c'est des choses qui, pour moi, sont pas encore suffisamment dites de façon claire. Encore une fois, tu vois, le cadre, j'y tiens Mm, aussi. mm. Euh, peu importe ce qu'on vit dans notre vie et peu importe aussi ce dont on hérite, parce que je crois aussi beaucoup que l'héritage émotionnel, l'héritage matériel, etc., pèse beaucoup aussi sur qui on est.
Tout ça, ça s'imprime dans le corps, ça s'imprime dans la spiritualité aussi, dans l'énergétique, comme tu le dis, et ça peut créer effectivement des nœuds, des problématiques, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'évoquer cette libération, parce que ça me fait penser aussi à tout ce qu'on promet quand on promet, enfin quand on propose des services comme avec du yoga énergétique aussi. Alors je pense au yoga, mais il y en a plein d'autres aussi. La respiration aussi peut jouer beaucoup, des pratiques méditatives, des prières, Oui, etc., etc. Et c'est vrai que ben, ça se vérifie de plus en plus. En fait, il y a plus en plus de gens qui plongent là-dedans pour se libérer et ça fonctionne. Il y a vraiment des résultats concrets, des résultats prouvés de mieux-être, de libération, comme tu l'expliques, de ben oui, ils ont vécu des traumas, ils ont vécu des deuils difficiles, des deuils aussi traumatiques. Voilà, faut le rappeler. oui, Et qui s'en sortent par ces pratiques-là. Et c'est vrai que je trouve ça à la fois étrange parce que on en parle souvent comme un truc de oui, c'est New Age, il faut faire attention et machin, parce qu'il y a eu des dérives, parce qu'il y a eu voilà, plein d'histoires, et puis des gens pour qui ça fonctionne pas, et je pense que c'est OK. Tu vois, que c'est pas juste, c'est juste pas le bon moment ou la bonne pratique, etc. Mais il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça fonctionne, et il y a des gens alors, qui en font leur métier. Oui, mais il y a des gens qui vraiment euh, se soignent profondément grâce à ces pratiques-là. oui, complètement. Aujourd'hui, la place de la mort dans la société, elle est en train tout doucement quand même de changer. Je vais surtout parler de l'Occident et de la France, hein, parce que c'est différent dans d'autres cultures, mais chez nous, c'est quand même un grand tabou depuis maintenant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on voit apparaître une multiplication de propositions d'accompagnement et de soins. Donc, ça veut dire quand même que ça change et que c'est de plus en plus mis en lumière, donc tant mieux. On peut voilà, écouter des conférences, il y a des groupes de parole, il y a de plus en plus de types de thérapies, il y a même des apéros de la mort. Euh, la mort est un marché et je trouve que ça va aussi avec la spiritualité en ce moment. Donc effectivement, on peut vite tomber dans cette mode du New Age, mais il y a vraiment un mouvement sociétal qui est en train de changer. À la fois, c'est une chance parce que du coup, on en parle plus et on a de plus en plus d'opportunités de se libérer, de prendre soin de soi et de se faire accompagner. Et bien sûr, là-dedans, bah, il y a toujours une ou deux dérives. Il faut aussi être vigilant et faire des choix conscients. Ça, c'est vraiment important. D'autant plus quand on est vulnérabilisé par la souffrance. C'est important de bien choisir ses pratiques pour ne pas être vulnérabilisé davantage, voire violenté, voire abusé, hein. C'est important. Moi, je trouve que le diplôme, c'est pas suffisant, c'est pas forcément garant d'eux. Il y a des gens qui n'ont pas 15 000 diplômes et qui sont très, très légitimes dans ce qu'ils font. Euh, voilà, on a parlé du rapport individuel du professionnel à la mort tout à l'heure. Il y a aussi pour moi des red flags pour être sûr qu'on ne tombe pas notamment dans une dérive sectaire. C'est est-ce que ça vous coûte beaucoup d'argent? Si on vous demande de donner tout votre argent, de léguer votre maison, etc. Pour moi, c'est vraiment, vraiment dangereux. Si on vous demande de mettre l'association sur votre testament, des choses comme ça, voilà, attention. Si la personne vous dit qu'il n'y a que elle qui sait et que si vous voulez être accompagné par cette personne-là, c'est d'accord, mais il faut arrêter tout ce que vous faites à côté. Pour moi, ça, c'est non. Ça, c'est un red flag. Pour moi, ça, c'est dangereux. Si le professionnel, on en parlait la dernière fois ensemble, semble mal à l'aise ou même a peur quand vous parlez de la mort et que ça se voit, c'est important de lui formuler, parce que peut-être qu'il est juste surpris, mais si ça se répète comme s'il était envahi hein, par la peur, c'est peut-être qu'il n'est pas suffisamment solide. Voilà. Vous avez aussi des praticiens qui vont être moins dans l'écoute que dans le jugement ou le conseil. C'est n'importe quoi ce que vous dites, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ou il faut faire comme ça. C'est cette technique-là qui marche. Ou si le praticien cherche à vous imposer sa vérité, red flag, red flag.
Ouais, et ça, faut qu'on le dise aussi, c'est un red flag, que ce soit pour les thérapeutes, mais aussi pour n'importe quelle pratique spirituelle ou religieuse ou développement personnel. Vraiment, si on vous dit c'est la règle, c'est comme ça, puis vraiment, en fait, il y a tout, hein. C'est un petit peu aussi ce qu'on reproche maintenant à la plupart des livres en développement personnel, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de pratiques New Age. Je pense beaucoup à tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est voilà, faire brûler de l'encens, faire brûler de la sauge, faire des prières, etc., etc. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre et il y en a d'autres moins. Il y a des choses qui vont être bonnes à prendre pour vous et qui vont pas l'être nécessairement pour votre voisin, pour votre copine, pour votre sœur, pour machin. Je pense que c'est valable pour tout. Et c'est à la fois difficile d'entendre ça, je pense, parce que on aimerait bien avoir une recette. On aimerait bien avoir une recette parce que c'est quand même hyper rassurant. Là, pour le coup, le cadre, il est clair, il est bien posé. On sait ce qu'il faut faire et tout ça, c'est très bien. Mais on n'est pas tous la même recette, on n'est pas tous le même gâteau. Donc, c'est impossible, en fait, de mettre les ingrédients chez les uns et chez les autres les mêmes et que ça fasse la même chose. C'est impossible. On est des Ouais, êtres ça, c'est trop complexes pour ça. vraiment important ce que tu dis parce que parfois, les gens pensent qu'un outil, si ça marche avec l'autre, ça doit marcher avec nous. Et pas du tout. Peut-être que votre voisin, il va aller voir un thérapeute qui utilise le MDR et c'est génial pour lui. Et puis pour vous, vous trouverez que ça marche pas. C'est pas forcément le problème du praticien. Ça peut être l'outil qui vous convient pas. Ça peut être que c'est pas le bon moment. Et ça, c'est vraiment important de se donner aussi de la liberté dans son processus à soi. Euh, D'où je trouve l'importance de laisser de la place à la spiritualité dans l'accompagnement au deuil, parce que la spiritualité, c'est une approche individuelle. C'est un processus de cheminement intérieur, donc qui est unique pour C'est ça. chacun. C'est vraiment à différencier hein, de la religion où la religion, c'est souvent un ensemble de croyances, de dogmes, de pratiques qui relient un collectif. Donc voilà, c'est des règles qu'applique un ensemble de personnes. La spiritualité, on peut être dans une démarche spirituelle tout seul. Euh, Il n'y a pas de règles définies, c'est les nôtres. C'est ça. Donc on peut suivre les règles de la spiritualité New Age ou je sais pas quoi. On peut s'inspirer de religions pour notre spiritualité, mais il n'y a pas de règles définies. Donc je trouve qu'il y a une grande liberté et ça doit être la même chose dans le processus thérapeutique. Le processus thérapeutique que je fais avec une personne n'a rien à voir avec ce que je fais avec l'autre. Euh, donc c'est important de le rappeler. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a peut-être un conseil que moi, en tout cas, j'ai envie de transmettre là aujourd'hui avec ce dont ce qu'on évoque. C'est l'importance aussi de comprendre les pratiques, d'où elles viennent, pourquoi, comment est-ce qu'elles ont été proposées comme ça, et enfin, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, en fait. On avait évoqué la dernière fois quand on s'est rencontré avec Marie l'eau, le pouvoir de l'eau et les travaux du professeur Emoto. Alors, j'ai foncé dedans, autant vous dire que voilà, j'étais ravie que Marie en parle, parce que c'est vraiment typiquement pour moi l'exemple type de ce qu'on peut croire ou ne pas croire, qui a l'air d'être une expérience scientifique, mais très, très spirituelle, très machin. Donc, en fait, il y a plein euh, il y a plein de choses à connaître pour le professeur Emoto. Il y a plein de choses à comprendre. Et il faut se renseigner, en fait. Je pense qu'il faut se renseigner, il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas s'arrêter à une seule, on l'a dit aussi, hein, les gens qui disent j'ai raison, ne vous arrêtez surtout pas à un seul son de cloche, parce que c'est pas forcément, encore une fois, ce qui va vous correspondre. Le professeur Emoto, pour vous rentrer un petit peu dans les détails, c'est un scientifique, j'ai envie de dire japonais, mais je suis pas certaine. Je crois. Il me semble que, alors je me souviens pas de sa nationalité, mais je sais qu'il est, je crois, né en 1943.
et qui a fait du coup des études sur le pouvoir de l'eau et comment l'eau réagissait en fonction de ce qui se passait autour d'elle. C'est le fameux aussi exercice du riz dont on a parlé. Les deux petits bocaux de riz. Il y en a un à qui vous allez dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es merveilleux, etc., etc. Et l'autre, je te déteste, t'es nul, machin, etc. Il y en a un qui va moisir plus que l'autre, et à votre avis, c'est lequel? Le professeur Emoto, il a fait écouter de la musique à de l'eau. Il a fait alors, ce qu'on appelle pas des dissolations, bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas. Il a donné de l'information en fait par plein de moyens à l'eau. On va résumer ça comme ça. Et il a cristallisé cette même eau dans des différentes situations pour voir ce que ça faisait si l'eau changeait de forme à la cristallisation ou pas. Parce que l'avantage de la cristallisation, les flocons de neige, etc., on voit en fait plein de formes qui se créent. Et en fait, il a vu que en fonction du type de musique que l'eau écoutait, elle se cristallisait pas du tout de la même manière. Et que quand elle écoutait du Mozart et des choses très étudiées, très mathématiques, très machin, les flocons avaient une forme très géométrique, très parfaite, entre guillemets. Et au contraire, quand elle écoutait des choses un petit peu plus sauvages, un petit peu plus trash, comme du rock par exemple, les flocons étaient complètement différents. Et je trouve que c'est une expérience qui a été menée par un scientifique de façon très scientifique, avec des protocoles, etc., avec des expérimentations, avec des preuves, etc., qui en plus a le mérite de prouver ce que disait 100 ans avant lui, le monsieur Steiner, qui a donné lieu à un courant qui aujourd'hui est surveillé et à la liste Miviludes. Donc le Miviludes, c'est tous les courants pseudo-scientifiques ou pseudo-spirituels à tendance sectaire. Sauf que bah, voilà, Steiner, la biodynamie, on s'en sert, ça fonctionne. On s'en sert en agriculture. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un brevet de responsable d'exploitation agricole et j'ai une formation dans la biodynamie. Donc ça existe, c'est scientifiquement prouvé encore une fois. Mais ça part d'un fou dingue qui dit non, non, mais il ne faut pas dans le droit dans la vie. Dans l'architecture, ça, il faut pas parce que c'est pas bon, parce que c'est le diable. L'eau, elle parle et elle transmet des messages, etc., etc. À la base, c'était quand même un peu ça, tu vois. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quand aujourd'hui on vous donne une information, qu'elle vous paraisse bizarre ou pas, vérifiez, renseignez-vous, allez plus loin pour comprendre d'où ça vient, l'histoire, pourquoi est-ce que vous avez cette information-là qui vous arrive de cette manière-là, en fait, aujourd'hui, et pouvoir vous en servir, en fait, de façon sereine. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est quand même classifié à la limite de dérive, on retrouve un peu tout et n'importe quoi, hein. La psychanalyse, l'hypnose et la naturopathie sont aujourd'hui répertoriés dans des pratiques limite sectaires. Donc, bon, attention aussi aux classifications. C'est ça. On peut s'interroger sur comment elles sont construites. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, oui, non, mais complètement. Mais voilà, tout est à remettre toujours, en fait, en question et en questionnement. Mm. Et c'est pas parce que vous prenez aussi une décision aujourd'hui qu'elle ne peut pas évoluer dans le temps. Peut-être qu'un jour, effectivement, voilà, tu le dis très bien, l'hypnothérapie, la naturopathie, c'est actuellement surveillé par la liste Miviludes, mais un jour, ça le sera peut-être plus. Mm. Mais effectivement, tu le dis, comment est-ce qu'on arrive à être listé Miviludes? Enfin, voilà, il y a tellement de questions, Mm. tellement de détails qui sont importants à prendre en compte. Et quand on transmet, alors c'est beaucoup le cas sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup le cas aussi même en podcast, hein. Ça fait 48 minutes qu'on discute ensemble, on a évoqué tellement de sujets de façon plutôt en surface quand même, hein, malgré tout, même si ça fait 48 minutes, on a quand même beaucoup échangé, beaucoup passé par plein de choses. On ne pourra jamais tout savoir, tout approfondir, tout connaître, tout, etc. Mais peut-être que il faut toujours, enfin, il faut arriver, peut-être pas toujours, mais il faut arriver à l'équilibre, en fait, au juste milieu et à apprendre à se faire confiance d'un côté et
avoir le doute, quoi, garder le doute. Garder son esprit critique, ne pas prendre tout ce qu'on nous dit comme la vérité, ne pas confier tout pouvoir à une personne Mm. comme si c'était notre gourou et notre guérisseur absolu, se rappeler qu'on a aussi nos propres ressources, hein, et que le thérapeute, il est surtout là pour nous aider à les trouver, pas pour nous faire croire que c'est lui qui fait tout. Ça, c'est Oui, aussi important. mm, Voilà. mm, c'est ça. On a tout un tas de ressources et parfois on a besoin d'aide pour les activer, les actualiser ou se rappeler qu'elles sont là. Euh, mais c'est pas tant l'autre qui vient nous guérir, je crois que c'est Arnaud Rioux qui dit que le deuil, c'est une souffrance du lien, en fait. C'est une épreuve d'un lien perdu, et donc ça ne peut se réparer que par le lien. Et c'est la relation qui va venir réparer, mais ça peut être la relation à soi, la relation à ses ressources, la relation au thérapeute, mais c'est la relation et l'interaction entre deux personnes, pas la personne en face qui nous guérit. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et je trouve que ça nous remet, nous aussi, dans une position d'humilité dont tu parlais, qui est essentielle. On ne sait pas tout. On change en tant que thérapeute, on change en tant que personne, on change d'avis, on change de posture. On n'a aucune vérité. Mm, Aucune. mm. Oui, 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 c'est ça. Et puis c'est aussi par rapport à ça que j'ai envie de vous proposer d'essayer, en fait, tout simplement. Mm. Oui, La c'est ça, de Kundalini, tenter, le yoga, l'hypnothérapie, la d'expérimenter. naturopathie, voilà, c'est ça. Peut-être Mm. que finalement, la plus belle leçon qu'on puisse transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est d'essayer, euh, que vous soyez en deuil ou pas, que vous soyez en forme ou pas, que vous soyez bien ou pas, enfin voilà, en santé ou pas. Essayez les choses parce que c'est le seul moyen que vous allez avoir de savoir si ça va vous faire du bien ou pas, si ça va être bon pour vous ou pas. Donc ouais. Il n'y a que vous qui savez. C'est ça, c'est ça. C'est Et- effectivement très très important de revenir à soi, en fait, et de ne pas laisser le pouvoir à l'autre de décider pour soi. C'est ça, complètement. Ouais, ouais. C'est un chouette, on pourrait presque finir comme maintenant. Alors on Sauf pourrait, si et en t'as même temps, d'autres. j'ai quand même envie de faire un petit enchaînement. Voilà, il Euh, me semblait. ouais, Vas-y. ouais, je vais moi enchaîner, je vais faire le lien. Je reviens sur cette idée que le deuil, c'est une souffrance du lien, et donc quelque chose qui se répare aussi par le lien. Et il y a plein de manières d'imaginer ce lien. Euh, le deuil, c'est une occasion de mieux se connaître et de réfléchir aussi à euh, la personne que j'ai perdue, en fait. Je sais qui j'ai perdu, mais je ne sais pas toujours quoi. En quoi cette personne, finalement, elle a compté dans ma vie? En quoi elle a contribué à ce que je suis devenue, par exemple? Et ce travail de deuil, il est finalement à la fois une conversion de blessure, mais aussi un travail identitaire. Et on peut le faire de plein de manières, avec une approche spirituelle et complètement immatérielle, avec une approche relationnelle dans un échange thérapeutique avec un praticien, mais aussi dans des actions plus personnelles et créatives, des actions aussi symboliques où on va créer un lien avec la personne ou l'animal perdu, ou même un objet, hein, pourquoi pas, d'une manière matérielle cette fois, symbolique, et qui nous est propre. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui sont très manuelles, qui vont peindre. Il y a des tribus qui passent beaucoup par la danse, par le chant. Mais il y a aussi des accompagnements qui se font plus sur l'ordre du matériel et qui peuvent être l'occasion euh, de prendre un temps pour soi, pour honorer notre relation et le lien justement qu'on avait avec la personne ou qui était importante pour nous. Et là, je pense du coup à ce que toi, tu proposes et à ton projet Cœur de tissu. Et donc, j'ai envie de te passer le relais et de te laisser peut-être nous parler un peu de ça en lien avec tout ce qu'on a dit, si ça te va. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est complètement ça. C'est vrai que je parle.
très souvent de transformer son lien d'attachement, en fait. C'est un Mm. peu des termes techniques, mais je pense que c'est un bon résumé de ce que tu dis. C'est vraiment l'idée de, oui, la personne, elle est plus là, on peut plus avoir les mêmes habitudes, on peut plus la toucher, on peut plus lui parler, on peut plus entendre sa voix, et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont changer. Mais dans le deuil, alors, je suis contente que tu sois là parce que tu vas pouvoir me corriger Mm. si je raconte n'importe quoi. Mais dans cette phase de deuil, donc il y a effectivement ce travail-là de transformation du lien d'attachement. Et puis, il y a aussi, à un moment ou à un autre, peu importe, hein, que ce soit très tôt dans le deuil ou un peu plus tard, on a forcément un moment donné où on doute, où on hésite, où on a besoin de se reconnecter profondément à cette personne-là. Et souvent, ça passe par le corps, ça passe par les sens, et donc du coup, ça passe par la matière. Voilà. Et donc, bah, c'est à ces moments-là où on va ouvrir les armoires et puis on va sniffer les vêtements, on va retrouver le parfum de mamie ou de maman, on va chercher, en fait, on va être à la recherche de cette personne-là, des preuves de son existence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu de mon côté. Vraiment, je doutais de ce qui était arrivé, que c'était réel, même 5 ans après. Et j'avais vraiment ce besoin-là de, OK, qu'est-ce qui me reste d'elle? De faire le point de, OK, voilà, elle est plus là, j'ai compris. Et qu'est-ce qui me reste d'elle? Et qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je me l'approprie à moi pour approprier cette perte, pour m'approprier ce changement-là? Et oui, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et donc, ben, la logique m'a fait, à moi en tout cas, transformer ce qui me restait en fait dans la matière pour pouvoir m'y reconnecter et pour pouvoir en fait faire la continuité en fait de ce deuil-là et en fait ça a été ma manière de transformer mon lien d'attachement. Et c'est effectivement ce que je propose avec Cœur de Tissu, transformer un objet, un particulièrement textile ou une photographie, à la fois pour rendre hommage à son histoire, à l'histoire de la personne, mais aussi à la sienne bien sûr, et puis d'avoir un objet qui va être une ancre, qui va être un soutien émotionnel, vers lequel on va pouvoir aussi se tourner, ben, dans les moments difficiles, particulièrement quand on ressent le besoin de se connecter à cette personne-là, et ben, on va avoir ça au moins. Et on a parlé aussi beaucoup de symbolique, hem, dans cet épisode de podcast. L'importance du symbolique, ben, elle est plus à prouver, je pense, parce qu'effectivement quand, on a tout dit, quand on a compris et quand on se sent toujours pas libéré, on a besoin d'un peu plus, d'un petit truc en plus, d'un truc qu'on peut pas toujours expliquer, d'un truc on peut pas toujours mettre des mots dessus, j'ai envie de dire. Et c'est là où intervient un peu la magie, ou la psychomagie, ou la spiritualité, et peu importe quel mot ou quelle image on met dessus, ben, c'est là où la symbolique, elle arrive, en fait. Et la symbolique, eh ben, ça peut passer par un vêtement qui, bah, voilà, c'est le pantalon que portait papy pour aller jardiner. C'est son pantalon. C'est la bague ou le pendentif ou la chaîne que portait mamie. C'est la sienne. C'est son élément un peu, on a cette idée-là souvent aussi les films, les séries, et cetera, des personnages qui ont leur leitmotiv, leurs petits mots, leurs couleurs aussi, leur petit accessoire. Ça peut être une fleur dans les cheveux, ça peut être plein de choses. Et ben, en fait, la symbolique, elle est là pour évoquer quelqu'un et pour pouvoir transformer son lien avec lui. On peut se servir de tous ces petits éléments-là pour avancer. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'ai beaucoup aimé. Tu parles de transformation finalement, et je trouve que c'est intéressant de le différencier euh, de ce comportement qu'on peut avoir parfois de rien toucher de ce qui appartenait au défunt et de tout vouloir conserver, posséder, retenir.
dans une forme un peu parfois même impulsive, hein, c'est à moi, parce qu'on a peur de perdre un peu plus le défunt en perdant les objets qui lui appartiennent, ou en tout cas, il y a aussi une difficulté à laisser partir ce qui était, et justement à s'inscrire dans un renouveau. Or, dans ta démarche à toi, il s'agit vraiment de s'appuyer sur le matériel pour transformer le lien et la connexion à l'autre. Donc, on est bien dans quelque chose d'un mouvement, d'un changement. Voilà, il n'y a pas d'arrêt dans la vie, il y a juste une continuité et par la créativité justement, il y a le mouvement de la vie en fait qui continue et il y a la création d'un lien qui prend une autre forme, mais qui persiste en fait. Euh, Avec la question de la transmission, il y a quand même la transmission de quelque chose là-dedans. Donc il y a de la vie, il y a de la créativité, il y a de la transformation. C'est un cheminement. Et c'est une façon de poursuivre la vie, en fait, de renouveler la vie en hommage à l'autre. Et ça, je trouve ça très beau. Merci, merci, trop bien. Ah, je suis contente qu'on ait pu avoir tous ces échanges-là et qu'on ait pu aussi transmettre et ben finalement beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Peut-être que ça fait beaucoup en un seul épisode. Donc réécoutez-le, réécoutez-le et partagez-le. Évidemment, ce sera aussi bien. Vous pouvez aussi le partager à vos proches ben, comme des messages, hein, comme des messages de soutien, comme des messages de je suis là, je pense à toi, tout simplement. Mm. Donc vraiment, ouais, merci. Merci Marie de cet espace, de ce temps ensemble. Je suis très très contente. Marie reviendra peut-être, c'est pas impossible. Voilà, on verra. Merci beaucoup Zoé pour l'invitation et le partage. C'était vraiment agréable et fluide. J'ai passé un très très bon moment. Et oui, partager, parler de tout ça, c'est important. On a besoin de se relier aussi autour de ces questions-là, de ces questions du lien et de notre intériorité. Mhm. Mhm. C'est ça, complètement. Merci, merci Marie, merci à vous Merci les beaucoup. auditrices de votre écoute, d'avoir été là. Vous pouvez retrouver Marie sur son compte Instagram principalement pour aller éventuellement lui poser des questions, peut-être pour qu'elle vous suive. Ça peut être aussi un bon point d'entrée d'avoir connecté avec Marie aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment, allez-y. Je vous mettrai comme d'habitude tous ces renseignements dans la description de cet épisode. Je vous invite aussi à me rejoindre si ça n'est pas déjà fait sur Instagram, mais aussi à découvrir le site internet de Cœur de Tissu. Voilà. Puis quoi vous dire d'autre à part n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.